Bonjour, bonsoir. Alors, voilà le cours sur les espaces ruraux dans lequel nous allons nous interroger sur la transformation dont ces espaces sont l'objet. Alors, je vous rappelle que vous êtes censé avoir fait, avant d'écouter cette vidéo, les études de cas préliminaires sur l'Inde, le Canada et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pas la peine de les faire de manière exhaustive, mais il est important que vous ayez lu les documents, puisque nous allons nous appuyer dessus pendant le cours. Alors, voilà le plan que nous allons suivre pendant ce cours. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de répondre à une partie de la problématique qui est de savoir comment les espaces ruraux se recomposent dans un monde qui s'urbanise de plus en plus. Et j'ai l'ambition de faire avec vous le 1, donc la recomposition des espaces ruraux, où on va voir quelles sont les principales recompositions auxquelles justement ces espaces ruraux font. Donc vous aurez besoin du cours que je vous ai envoyé avant, afin de le lire en même temps, de manière à suivre l'avancée. De quoi prendre des notes, bien entendu, une feuille, un crayon, ce sera parfait. Votre manuel de géo, page 206-207, puisqu'il y aura une carte que l'on va exploiter. Je vous conseille de mettre un petit marque-page, et vous aurez également besoin de vous référer aux études de cas que vous avez précédemment consultées. Vous avez un rappel des pages à l'écran. Alors, les espaces ruraux ont longtemps été structurés par la fonction agricole. Si vous regardez l'image qui apparaît là, vous avez bien une rivière, un petit côté bucolique, quelques maisons, plusieurs champs qui les séparent, une forêt. On a un paysage qui est vraiment typique du milieu rural et de l'image que l'on en a. Vous les voyez, vous en voyez plusieurs exemples à l'écran. Néanmoins, les espaces ruraux sont confrontés à de nombreuses transformations sociales, spatiales, économiques. Vous en devinez certaines à l'écran. Et ces transformations induisent leur recomposition. Cette recomposition est variable dans l'espace et dans le temps, et elle est due à plusieurs facteurs. Alors, l'intensification des mobilités, notamment, qui sont liées à la périurbanisation. Vous voyez ici des résidences installées dans des espaces périurbains, à la frontière de l'espace rural, parfois même dans l'espace rural, mais qui sont utilisées par des citadins, comme ici, plutôt une banlieue dortoir. Il y a également de nouvelles activités qui se développent, comme l'industrie, de plus en plus à la campagne. Ici, une photographie d'une industrie de vitres dans le Jura. De nouveaux acteurs apparaissent également. Vous avez ici des zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Donc, ils accompagnaient leur projet de résistance également d'un projet agricole. Vous pouvez penser à la multiplication des nouvelles formes d'agriculture, comme le bio notamment, qui sont de nouveaux acteurs, oui, qui viennent s'approprier un secteur qui était avant l'apanage de l'agriculture traditionnelle. On peut penser également dans les nouveaux acteurs qui jouent un grand rôle dans la transformation du milieu rural, au tourisme, aux touristes notamment, qui sont de plus en plus nombreux à se rendre dans les territoires agricoles. La multiplicité des acteurs crée forcément un conflit entre les différents objectifs de ces derniers. Ici, vous voyez les éoliennes qui sont souvent érigées comme le symbole par excellence des conflits d'usage dans le milieu rural. Donc les espaces ruraux se transforment. L'agriculture n'est plus toujours, ou pas toujours en tout cas, l'activité dominante. Les effets de la périurbanisation et de la métropolisation sont très importants. Les acteurs sont de plus en plus nombreux et ils ont des objectifs qui divergent très souvent. Finalement, les espaces ruraux sont au cœur de représentations très différentes. Chacun a sa propre image de la campagne. On oscille entre une image très positive de gastronomie, de terre, de déprise, de territoires à l'abandon, isolés, dans lesquels rien ne passe, même pas le Wi-Fi et la 3G. Donc, pour entamer cette première partie, je vous conseille de prendre votre manuel de géo, page 206-207, tout particulièrement la carte sur la population rurale dans le monde. C'est principalement l'Asie du Sud et de l'Est, ainsi que la Chine. Ici, j'ai rajouté l'augmentation et l'évolution des populations rurales, ainsi que en jaune, les territoires qui sont considérés comme ayant une agriculture intensive et spécialisée. Si vous re-regardez maintenant cette carte avec les indications supplémentaires,
quels sont les endroits dans lesquels la population augmente et les endroits dans lesquels cette population baisse. C'est effectivement en Afrique, Afrique subsaharienne, enfin, en l'occurrence Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, ainsi qu'Afrique de l'Est, que la population agricole augmente le plus, et c'est en Asie du Sud et de l'Est, particulièrement Japon, Chine et l'Asie du Sud-Est, que cette dernière a tendance à baisser le plus. Alors, en valeur relative, la valeur des espaces ruraux au profit de la population, elle a tendance à diminuer, mais on va voir que finalement, même si cette population baisse, en fait, elle augmente. Pourquoi? Parce qu'en valeur relative, 84% de la population mondiale était rurale en 1900, alors que seulement 45% en 2018. On pourrait donc supposer qu'il y a eu une baisse de cette population. Néanmoins, en valeur absolue, comme la population mondiale a fortement augmenté, je vous rappelle votre cours de seconde, eh bien, le nombre de ruraux a lui aussi augmenté. Les campagnes n'ont jamais été aussi peuplées, principalement dans les régions mentionnées précédemment, donc l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud et de l'Est, 600 millions de ruraux d'un côté, 2,2 milliards de l'autre. Ces territoires donc sont extrêmement peuplés et elles continuent d'augmenter, principalement par une natalité élevée, mais aussi par une arrivée migratoire depuis les villes, une forme d'exode rural inversé. A l'inverse, dans les pays du Nord, donc, la population, elle, effectivement, si vous regardez les couleurs qui sont utilisées, elle décroît, elle baisse. Si vous regardez maintenant cette carte, il y a d'autres points communs que la population rurale entre les pays dont cette dernière est forte, dans les pays dont la densité rurale est élevée ont d'autres points communs que celui-là. Notamment, si vous regardez avec la carte qui vient de s'afficher, qui représente le PIB mondial, eh bien, on peut faire une corrélation en expliquant qu'il y a un lien entre la population rurale d'un pays et sa richesse économique. Quelques exemples, le Niger par exemple compte 80% de ruraux, alors que dans des pays comme ceux de l'Union européenne ou les pays d'Amérique du Nord comme les États-Unis ou le Canada, on compte des taux ou des proportions de population rurale extrêmement faibles. On peut donc avancer que d'une manière générale, plus un pays est pauvre, plus sa population rurale est importante. Ok. Alors, les recompositions dont le monde rural fait l'objet sont diverses, sont variées. Ici, on va avoir besoin de l'étude de cas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on va en utiliser quelques documents, ainsi que celle sur le Canada. L'opposition entre ville et campagne a souvent relevé du cliché, mais finalement, elle doit aujourd'hui être nuancée, on ne peut plus avancer que traditionnellement. Il y a d'un côté une population dense avec une importante urbanisation, et de l'autre côté un milieu disséminé, clairsemé, perdu. De plus en plus de zones pourraient être qualifiées de zones grises qui servent d'interface ou de transition entre les deux espaces, l'espace urbain et l'espace rural. Si vous regardez par exemple l'étude de cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans votre livre, vous voyez ici sur le document en bas à gauche que les campagnes se restructurent, notamment suite à une adaptation à d'autres fonctions qui ne sont plus uniquement celles de l'agriculture. Il y a une modification des paysages et des espaces, et de plus en plus de citadins viennent s'installer, c'est ce que vous voyez ici sur le document 5. Donc ils viennent s'installer dans des logements pavillonnaires, on peut effectivement là parler de périurbanisation, et cette périurbanisation entraîne la multiplication de commerces et de services, ainsi que d'équipements de loisirs dans le cadre du tourisme. De plus en plus d'activités variées s'affirment, alors bien sûr l'agriculture qui essaye toujours de tirer son épingle du jeu, mais vous pouvez voir le document numéro 4 sur le parc Vulcania. On a aussi les tourismes, les loisirs pour tenter d'attirer des personnes, ou comme
Le document du Canada, en bas le document numéro 3, vous le montre, une diversification des ressources. Ici on a du pétrole au premier plan, avec en arrière-plan un champ de blé. Derrière vous voyez un silo qui laisse supposer qu'il s'agit d'une exploitation intensive de céréales, et à l'arrière-plan tout au fond on voit également des éoliennes. Ce type de recomposition bouleverse et change énormément la sociologie rurale, et les agriculteurs deviennent minoritaires avec l'arrivée d'une population différente qui a une façon de s'approprier l'espace, de le vivre différemment, ce qui crée un rapport effectivement différent à l'espace. J'attire votre attention sur le document numéro 5 de cette double page, où à la fin du premier paragraphe, la personne en question, Florence Sarah, explique « Depuis qu'on est arrivé, beaucoup de jeunes familles se sont installées, donc il y a un effet domino qui se crée. Ça met de la vie, c'est certain. Dans les dernières années, il y a eu un bistrot qui a ouvert, une crêperie, une petite boulangerie. » Dans ce cas-là, ici, on a bien une forme de retour de vie économique, en même temps que les néo-ruraux, ces personnes qui quittent la ville pour revenir s'installer, ou venir tout simplement s'installer à la campagne. Néanmoins, ce n'est pas du goût de tout le monde, puisque si vous continuez la lecture du document, la dernière phrase, qui dit changement dit clivage, tant financier que culturel, entre les locaux et les néo-ruraux, notamment la hausse marquée du prix des maisons et des impôts fonciers. On reviendra sur cette question un petit peu plus tard. Donc finalement, contrairement à ce que Camini laissait entendre dans le clip, il n'y a pas que des vaches et des agriculteurs dans les campagnes. D'ailleurs, en France, leur nombre baisse depuis longtemps, c'est une dure réalité, et il y a également d'autres acteurs, ceux qu'on appelle les néo-ruraux, qui s'installent et qui s'approprient de plus en plus les territoires ruraux, en dépit de ce qu'en pensent les habitants traditionnels de ces territoires. Donc on va voir ici les facteurs de recomposition, les différents facteurs qui permettent d'expliquer, ou en tout cas de comprendre les recompositions dont les territoires ruraux font l'objet. Donc vous avez ici deux exemples typiques de ces recompositions. À gauche, une photo issue du département de l'Ain en France qui montre l'installation d'industries à la campagne en profitant de l'espace, du foncier qui est donc moins cher, et éventuellement de la proximité des villes pour installer des bâtiments notamment de stockage, des bâtiments qui prennent de l'espace comme vous en avez l'exemple là, ou bien également à une toute autre échelle dans les territoires du nord-ouest canadien, une région très peu peuplée, des mines de diamants à ciel ouvert qui occupent un espace considérable et qui offrent un autre type d'activité des milieux ruraux, car les milieux ruraux, ce ne sont pas que les fermes et l'agriculture. On verra également dans ce chapitre, enfin dans cette partie, un petit peu plus en profondeur, les notions de la rurbanisation, les néo-ruraux que j'ai déjà évoqués, ainsi que le concept de gentrification rurale, qui est grosso modo la même chose que le concept de gentrification urbaine, mais dans le cas de la campagne. Donc ici, vous aurez besoin de toutes les études de cas, particulièrement celles sur l'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que celles sur le Canada. On va garder l'étude de cas sur l'Inde pour une prochaine fois. Alors, voilà, la campagne, c'est aussi ça, des espaces recouverts de zones commerciales, le paradis des voitures du dimanche, on va manger chez Flunch, on fait des courses, on va au cinéma, le tout dans le même espace. Ici, vous voyez qu'on n'a même pas de passerelle piétonne entre les espaces. On est vraiment dans le royaume rural de la voiture, celui des distances. D'ailleurs, la voiture, sa diffusion, l'augmentation du nombre de personnes qui possèdent des voitures individuelles, suite à l'augmentation du niveau de vie, l'amélioration des réseaux de transport, permettent de plus en plus à des citadins de se retrouver à la campagne, d'habiter à la campagne, alors dans le périurbain, mais aussi de plus en plus loin. Il y a des personnes, par exemple, qui prennent le train depuis Évreux pour aller à Paris, qui habitent pas à Évreux mais dans la campagne environnante, qui font 5-10 minutes le matin de voiture pour se rendre à la gare d'Évreux, puis qui ensuite font 1 heure de train pour arriver gare Saint-Lazare. Si vous reprenez ici donc le document numéro 5 de l'étude de cas du Canada, on a bien cette idée de personnes qui se sont décidées à revenir ou à venir aller habiter à la campagne, donc je ne vais pas revenir sur
les oppositions qui se voient dans le dernier paragraphe, entre les nouveaux usages de la campagne et les usages traditionnels qui posent des questions. Alors ici, c'est le visage de la ruralité québécoise qui se transforme. L'idéalisation de la campagne amène énormément de personnes à choisir le chemin qui y mène, alors pour différentes raisons, parfois un logement plus confortable, la retraite, la proximité de la nature, les raisons professionnelles, mais généralement ce qui revient, c'est une vie calme et tranquille, ce qui dénote une certaine forme d'idéalisation de la campagne, qui résulte d'un rejet de la ville, qui est alors perçue à l'opposé comme bruyante, polluée. Le prix du logement rentre également en compte, hein. Vous pouvez penser aux 42% là, qui déclarent vouloir un logement plus confortable. C'est valable aussi pour les activités industrielles, hein. L'exemple que je montrais tantôt des industries qui s'installent ou qui délocalisent une partie de leur production dans des zones rurales pour payer moins de taxes. De manière générale, les néo-ruraux s'estiment plutôt satisfaits de leur choix, assez peu souhaitent revenir en ville. Et de plus en plus de zones d'activité donc se créent pour répondre à l'installation de personnes rurales, enfin de personnes urbaines dans les milieux ruraux, pour profiter de la qualité de vie sans vouloir abandonner les services, ce qui explique la concentration des grandes zones commerciales à proximité de certains petits villages. Ces néo-ruraux provoque donc une hausse de la demande pour le foncier, le terrain, et donc mathématiquement une augmentation du coût des habitations, ce qui leur amène des critiques de la part des habitants traditionnels ou historiques de ces espaces ruraux qui voient d'un très mauvais œil leur arrivée. Alors si d'un côté on peut avancer que les néo-ruraux ou les rurbains, R-U-R-B-A-N-I S-A-N-T, bref, comme urbain mais avec rure devant. Donc les rurbains qui font partie de ce processus qu'on peut aussi appeler la rurbanisation, référez-vous au cours pour l'orthographe et la définition, donc peuvent être crédités de choses positives, hein. Souvent, grâce à eux, on a un retour de la natalité dans certaines campagnes, des classes qui réouvrent, des petits commerces qui se multiplient, hein. Je vous renvoie à l'exemple, là encore, du document 5 sur l'étude de cas du Canada qui explique que d'autres commerces se créent pour répondre à cette demande. Néanmoins, l'augmentation du foncier et le changement des habitudes font qu'on les accuse souvent de gentrification rurale, c'est-à-dire d'être à l'origine d'une augmentation artificielle des prix qui dérange les habitants qui étaient là avant. Enfin, un autre facteur extrêmement important qui sera développé un petit peu plus tard, plus en détail, c'est la recherche de nouvelles ressources qui diversifient aussi également les paysages ruraux, puisque il y a de moins en moins d'agriculteurs traditionnels, c'est ce que vous voyez sur le document numéro 2 de l'étude de cas. Les exploitations agricoles sont de moins en moins nombreuses, mais elles sont de plus en plus grandes, elles ont tendance à s'agrandir, à s'absorber les unes les autres pour créer des super exploitations tournées vers l'agriculture productiviste. Nous reparlerons de l'agriculture productiviste dans la prochaine vidéo. Sur l'image de droite, j'y reviens, elle est assez fantastique puisqu'elle permet de réunir au moins 3 activités distinctes, donc la production d'énergie, certes, renouvelable et non renouvelable, ça en fait 2, et les activités agricoles dans une seule image. Donc gardez bien en tête que les campagnes, les espaces ruraux se diversifient. Néanmoins, cette diversification et cette recomposition induite par cette diversification est extrêmement inégale. La transformation des espaces ruraux, leur mutation, est l'objet d'énormément de travaux géographiques ces derniers temps, beaucoup en France, comme vous pouvez le constater, au vu des dernières publications, mais également dans le monde, puisque les regards croisés là, sur les transformations rurales africaines, qui a été l'objet d'un colloque l'année dernière, cette question des espaces ruraux en France a même été récemment posée aux candidats au concours de l'enseignement et elle est maintenant inscrite dans votre programme. C'est donc vous dire l'importance que la question de la recomposition et de la transformation de l'espace rural est importante dans le milieu de la géographie française. Alors, à l'échelle mondiale, les recompositions des espaces ruraux
principalement les espaces ruraux qui sont situés dans les pays du Nord et dans les pays émergents. Pour ce qui est des pays du Sud, il y a une certaine forme de permanence dans les difficultés et les traditions du monde agricole. Vous pouvez notamment le voir avec le cas de l'Inde, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Les transformations sont très souvent en lien avec la proximité d'une agglomération. Donc plus on est proche de l'agglomération, généralement meilleur signe c'est, ou en tout cas plus les transformations sont comprises ou perçues comme positives. Il y a notamment les transformations donc, liées à la périurbanisation, l'afflux de personnes, d'habitants dans certains villages, la multiplication des activités qui peuvent être souvent complémentaires des centres urbains. Donc vous pouvez penser aux exemples que nous avons déjà développés dans le cours sur la métropolisation, de certaines villes qui adoptent une espèce de stratégie satellite ou périphérique par rapport à la métropole la plus proche. On avait cité notamment l'exemple de Saint-Malo, le satellite touristique de Rennes. Voilà, donc des espaces touristiques ou de villégiature dans lesquels se développe une économie basée autour des résidences secondaires. Donc dans ce cas-là, on pourrait parler de transformation assez positive, puisqu'on va mettre de côté pour l'instant effectivement les questions de conflit d'usage. A l'inverse, pour les villages, les espaces ruraux qui sont éloignés des grands centres urbains, on a souvent l'image d'une déprise rurale, c'est-à-dire de population qui diminue, de services qui s'en vont, abandon, une forme de délabrement du cadre de vie. D'ailleurs, ce délabrement du cadre de vie est dû à de nombreux problèmes, dont l'éloignement et l'isolement en est un, puisque certains services qu'on est habitués à utiliser en ville, et qui nous facilitent d'ailleurs fortement la vie, ne sont tout simplement pas accessibles dans le milieu rural. Ici, il est fait mention de Blablacar ou Blablatracteur. Vous imaginez même pas les problèmes pour commander un Uber quand vous habitez dans un village de moins de 3000 habitants. Il y a également une forte diminution, voire une disparition des services. Alors bien sûr, on peut penser aux services médicaux comme les hôpitaux ou les maternités, mais également la poste, les commerces de proximité. Bien souvent, c'est le dernier bar tabac qui fait office d'à peu près tout, et il ferme, surtout dans le cas des régions rurales. Voilà, c'est la fin de ce cours sur les espaces ruraux, multifonctionnalité ou fragmentation. Cette première partie consacrée à la recomposition de vous-même. Reportez-vous au document avec un X. Reportez-vous au document, pardon, sur les recompositions qui sont dues à l'activité minière que vous trouverez joint au mail de ce cours. Donc il est à faire celui-là après la vidéo. Et on se retrouvera donc pour la prochaine fois. Je vous souhaite un bon confinement, une bonne continuation, et puis à la prochaine vidéo.